Salut à tous et bienvenue dans Long Live le débrief. Toutes les 2 semaines, on revient sur l'interview de la semaine d'avant avec David Ordonneau, qui est journaliste, réalisateur, producteur de ce podcast et nouvellement sportif régulier. Félicitations David, c'était un suspense inouï. C'est la fin d'une série. Allait-il profiter de sa carte de sport achetée début janvier ? La réponse est oui. Ouais, ça y est. Enfin bon, on va pas faire les malins, j'y suis allé pour la première fois cette semaine, mais j'y suis allé déjà 2 fois. Ouais, félicitations. Non, et surtout j'ai kiffé dès le premier truc. Trop bien. Il t'aura fallu des années quand même pour me convertir, mais t'as réussi. Génial, je suis trop contente et je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices sont aussi très contents de l'apprendre parce que ce suspense était insoutenable. J'ai reçu plein de messages d'encouragement, un brin au cœur et je les comprends. Il va falloir que ça dure. Mais l'épisode précédent m'a aidé aussi. Alors, je t'enlève pas tout le mérite de cette motivation, mais l'épisode qu'on va débriefer là, avec Nathalie Simon, m'a grandement motivé. Ouais. Et je pense qu'il a inspiré aussi pas mal de gens. Je l'ai trouvé hyper motivant, dynamique. Oui, ça avait la pêche en fait. Déjà rien qu'à la voix et au ton de Nathalie, on sent que... Et c'est marrant parce qu'à sa voix, elle fait pas du tout son âge. Tu sais, il y a un peu, parfois on ressent un âge dans la voix. Pour le coup, tu l'écoutes, t'as pas du tout l'impression qu'elle a 60 ans à sa voix. C'est peut-être parce qu'elle s'y est pris à l'avance, parce qu'une de ses premières punchlines, c'est de nous dire « bien vieillir, ça se prépare ». Ouais. C'est la première fois qu'on entend une parole comme ça, en fait. Travailler sa longévité, en fait, ça se prépare avant d'y être confronté, en fait, au temps qui passe et à l'âge qui arrive. Ouais. En fait, je pense que souvent, cette phrase, elle est pas trop utilisée parce que on a peur de faire peur aux gens que c'est foutu pour foutu. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que tout le monde dit non, c'est jamais trop tard, nanana. Mais en réalité, elle a raison. Si tu veux être en méga top forme à 60 ans, vaut mieux commencer à 25. Et même dès l'enfance. Même dès l'enfance. Et après, une fois qu'on y est, il y a eu cette phrase que tu as relevée et qui était pas mal aussi. On l'écoute. Quand je suis fit dans mon corps, je suis fit dans ma tête, je suis fit dans ma vivacité, dans ma curiosité. Je reste fit. Alors, je vieillis, certes, mais j'essaye de ne pas devenir vieille. Ça, c'est une phrase que j'emprunte à Joël de René, qui est une sorte de modèle pour moi de vivacité, d'esprit et de curiosité. Oui, d'ailleurs, elle n'a pas trop répondu, parce qu'après, je lui ai dit, mais c'est quoi devenir vieille ? Elle a éludé la question. Oui, c'est un état d'esprit, je pense. C'est ça, je pense que c'est-à-dire pas forcément faire son âge, ou en tout cas, rester dans le coup, que ce soit le sport, que ce soit le travail, la relation avec les autres aussi, ne pas se fermer. Ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure des entretiens. C'est vrai que tout le monde y va de son petit conseil, parce que comme tu le dis, et c'est un peu ta baseline, en fait... on veut tous vieillir, mais on veut pas devenir vieux. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça se prépare par le physique. On veut tous vivre longtemps. Ah oui. Mais personne ne veut vieillir. Ouais, c'est ça. C'est pas loin. C'est pas loin. Et ça se prépare, et nous, on l'apprend au travers de tous tes entretiens, par évidemment l'entretien physique, le sport, par l'alimentation. Et puis aussi, comme tu le disais là, et c'est Perla Servan-Schreiber qui avait ouvert le bal sur cette idée, en nous disant que l'entourage, le fait de continuer à fréquenter des gens, et des gens d'autres générations aussi, le mix intergénérationnel, était une arme clé pour la longévité, d'une part pour l'humeur, parce que ça fait du bien, mais aussi d'un point de vue cognitif, neurologique, on reste dans le coup, on apprend, on continue d'apprendre en se confrontant aux autres. Et d'ailleurs, elle en parle, ça, de continuer à apprendre quelque chose de nouveau, notamment elle, par exemple, dans la discipline du du foil, où en fait, elle se force à apprendre une nouvelle discipline. Et c'est vrai que l'apprentissage de choses nouvelles, alors que ce soit par le sport ou par... peut-être apprendre une nouvelle langue ou apprendre à cuisiner de façon différente, ça aide énormément à garder des capacités cognitives assez hautes. Et je me rappelle d'ailleurs, il y avait eu une publicité pour une console de jeu portable dont j'ai oublié le nom, qui mettait en scène des personnes plus âgées jouant à des jeux type Tetris ou Sudoku ou mots croisés, en disant que ça les aidait à garder une activité intellectuelle. C'était même un argument pour les vendeurs de jeux vidéo à cette époque, il y a une quinzaine d'années. Moi, j'ai été targetée là récemment par une application pour devenir fort en maths ou travailler les maths. Et je pense qu'en fait, voilà, après 40 ans, tu commences à être ciblé par ce genre de publicité. Ouais. Il y a un autre aspect qu'elle a évoqué, justement, et tu parlais du sport et du fait qu'elle continue d'apprendre et de se remettre en question et d'essayer de nouvelles disciplines. Vous avez parlé de la performance. Évidemment, comme elle le dit, on n'est plus les mêmes qu'à 20 ans. Et quand tu régresses pas,
J'ai des gens qui me disent: «Ah oui, mais moi, je courais plus vite à 20 ou 30». Bah, je dis: «Oui, normal, parce que tu cours plus vite à 30 ans que maintenant, mais tu peux faire d'autres choses». Et déjà, quand tu régresses pas, Mm. c'est que tu as progressé. Tout à fait. Faut y penser à Ça, ça. c'est bien cette phrase. Quand tu régresses pas, Oui, tu as progressé. Déjà, tu peux te le dire à partir de 40 ans. oui, mais tu sais, en fait, moi, je me pose pas toutes ces questions, hein. Je suis pas du tout dans, être et avoir été, parce que sinon c'est horrible. Ouais, le fait de se maintenir quand on passe 30-40 ans, c'est déjà progressé. Alors, moi, j'apporte un petit bémol, parce qu'en fait, ça dépend d'où on vient. C'est-à-dire que oui, si tu étais déjà à 20 ans champion du monde, Oui. champion d'Europe, Ce champion qui est de son France, cas, elle, c'est une sportive de haut voilà, niveau. c'est ça. Là, c'est sûr que garder ce niveau-là, c'est tellement surhumain que c'est pratiquement impossible à des âges plus avancés. Mais quand tu es, par exemple, comme moi, sportif, aguerri, que tu aimes ça, que l'effort ne te fait pas peur et que tu as envie juste d'améliorer ta propre performance à toi, pas pour aller titiller les championnats du monde, mais pour toi, c'est possible de s'améliorer et de performer. Donc, tu peux devenir champion du monde de ton monde dès lors que tu es un citoyen du monde lambda Ouais. et pas un ancien sportif de haut niveau. Donc, encore une fois, il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Faut savoir d'où on part. Exactement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a un peu cette fausse idée que on peut pas progresser en sport quand on est vieux, parce que on ne voit que les anciens footballeurs, les anciens boxeurs qui sont épuisés, vidés Ouais. par leur performance de jeunesse et qui ne peuvent plus retrouver ce niveau. Oui, parce qu'ils sont allés à un rythme et à un niveau hors du commun, quoi, ce qui est surhumain quasiment. Exactement, mais par contre, regarde, il y a d'autres exemples comme Richard Virenque, tu sais, voilà, athlète du Tour de France, cycliste, donc voilà, qui avait un des meilleurs niveaux mondiaux. Ben, lui, maintenant, quand il fait des Ironman, etc., il est presque au top niveau. Ouais. Presque, tu vois, il est dans le top 10, 20, allez, 50 au pire. Hmm. Donc, il reste quand même très performant. Ouais. Il y a aussi une manière de ne pas régresser, c'est de s'entretenir et de continuer à maintenir une routine. Et effectivement, t'en parlais, elle, c'est une sportive de haut niveau. Alors j'ai noté sa petite routine. 15 minutes de warm-up, dit-elle, tous les matins. Réveil musculaire Réveil tous musculaire. les matins. D'ailleurs, elle le montre sur Instagram pratiquement tous les jours. Donc déjà, elle se fait 15 minutes là-dessus. Elle fait 2 sorties de vélo, 2 running, 2 natation par semaine, plus du renforcement musculaire. En gros, c'est 10 à 15 heures par semaine. Alors attention, elle, comme elle le dit, c'est son métier. C'est son niveau. Voilà, Oui, c'est son niveau et c'est son métier. C'est intégré dans ses heures de travail. Mais ça, c'est intéressant, parce que j'ai trouvé que, en fait, là où évidemment il ne s'agit pas de faire 15 heures de sport par semaine, et tout le monde ne peut pas, tout le monde n'en a pas ni le temps, ni l'envie, ni quoi que ce soit. En revanche, ce qui était intéressant dans cette réflexion, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'elle dit, moi en fait, ce truc, je le place. Et je le place au même titre que nous, on pourrait placer, enfin moi en tout cas, une réunion, un truc, un machin. Et ben en fait, non, il y a on peut s'imposer cette rigueur-là aussi, et se dire, ben en fait, je ne négocie pas, et ça doit faire partie de mon agenda. Mais de toute façon, et là on touche exactement au cœur du sujet du sport dans notre société, c'est le temps. Et c'est que dès que j'en parle, à chaque fois, j'ai dans mes messages et mes commentaires, ah mais moi j'ai pas le temps, c'est pas possible quand on a un travail, des enfants, du transport. Et en fait, on a vraiment un énorme souci d'organisation, mais de tout un chacun, et sociétalement, de vie, travail, perso, transport, et il n'y a pas de possibilité de caser du sport dedans, ou alors c'est très compliqué, ça demande une organisation, une flexibilité de travail que tout le monde n'a pas, parce que voilà, certaines personnes doivent avoir des amplitudes horaires exactes, après aller chercher les enfants, etc. à l'école. Donc c'est vraiment le cœur du problème, c'est où est-ce qu'on met le sport dans notre journée de travail. C'est le cœur du problème. Mais le problème, il est culturel en fait. Parce que de la même manière qu'on arrive à caser d'autres choses, comme normalement les activités liées à la parentalité, on se pose pas la question. On se dit, bah oui, enfin, il faut que j'emmène mes enfants chez le pédiatre, il faut que j'emmène mes enfants au sport et tout ça. Et ben, en fait, si culturellement on se disait qu'il était indispensable d'avoir cette activité physique, c'est pas un problème de temps en fait. Parce que les 2 heures, on les trouve. On les trouve pour le reste. Donc si on considère que le sport est aussi important que le reste, on les trouverait ces heures-là. Ah mais tu prêches une convaincue, je suis totalement d'accord. Après, c'est comment est-ce qu'on l'institue, comment est-ce qu'on l'institutionnalise, comment est-ce que ça devient une habitude sociétale forte. Pour l'instant, on n'y arrive pas du tout, rien n'est vraiment fait. Alors à chaque fois, les entreprises disent oui, mais on essaye de mettre du sport dans les entreprises, mais c'est pas encore assez bien vu, montré, organisé, institutionnalisé. Enfin, il y a un énorme manque à ce niveau-là, gouvernemental, sociétal, entrepreneurial, partout. Ça n'est jamais
la priorité. Point important, et point sur lequel, toi, tu reviens très souvent. C'est vrai qu'on met le doigt sur le fait que la société, les institutions n'accordent pas la place qu'elles devraient au sport au quotidien. Vous avez parlé des infrastructures, des piscines, alors que le sport est censé être une cause nationale cette année. On est très très loin de ce qu'il faudrait. Alors, je peux pas dire du mal de la grande cause nationale vu que je suis ambassadrice. Non, mais il ne s'agit pas d'en dire du Non, mal. mais si tu veux, forcément, je suis d'accord avec toi, la grande cause nationale, oui. Et puis, voilà, on a commencé à m'appeler au mois de mars, donc ça fait déjà 2 mois que l'année avait démarré. Bon... Non, mais la grande... Attends, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne idée. Non, je mais... dis juste qu'il y a un retard et peut-être cette grande cause peut être l'occasion de le rattraper. Il y a un manque de moyens. C'est la dernière roue du carrosse. Le ministère des Sports, c'est le dernier budget de l'État. Le sport n'est pas dans la culture du pays. Et encore une fois, tant que les institutions publiques ne montreront pas la voie et ne l'incarneront pas, ça ne marchera pas. Donc, c'est-à-dire que oui, moi, je voudrais voir, et je l'en ai parlé à la ministre quand je l'ai rencontrée, je voudrais voir l'Assemblée nationale faire une pause et aller faire du sport. Là, tu vois, on m'a proposé d'aller donner un cours de sport aux sénateurs en mai. Donc, j'ai dit oui, je vais y aller, je vais le faire. Et là, j'ai trop hâte de voir Gérard Larcher faire du yoga. On m'a demandé d'écrire exactement quelle va être ma séance pour que voilà, les sénateurs valident la séance en amont. Donc voilà, forcément, c'est un peu écrit comme ça à coups d'utile blanc. Mais malgré tout, il y a une volonté, mais très timide. C'est timoré, c'est pas assez fort comme on a vu tu vois, sur les paquets de cigarettes, ces espèces d'images horribles. C'est ce qu'il faut faire pour le sport, c'est le contraire. Donc il faut y aller beaucoup plus fort. Mais c'est timide, c'est aux pincettes. Et puis, il n'y a pas de moyens qui sont développés. Vous parlez des piscines, de l'accès, des infrastructures, du fait que dans les entreprises, le sport n'existe pas, que c'est pas un truc auquel on encourage, sur lequel on encourage les collaborateurs. On part de très très loin. On part de très très loin. Nathalie le dit, les douches dans l'entreprise, le fait de pouvoir faire une pause d'1 heure pour aller faire du sport, c'est pas du tout bien vu. Enfin, c'est n'importe quoi. Et aussi les horaires de travail français qui ne sont pas du tout adaptés à un travail avec du sport et aussi s'occuper d'une famille. Vous avez ensuite parlé d'un régime, parce qu'on ne peut pas parler de longévité ou de santé sans parler d'alimentation, évidemment. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de sa façon de s'alimenter ? Est-ce que ça t'a parlé ou pas du tout ? Alors moi, ça me parle, parce que sur l'alimentation, je suis assez, pour le coup, si je suis pas bon sur d'autres terrains, sur l'alimentation, je fais très gaffe. Donc... on en a parlé dans plein d'autres podcasts, mais effectivement, moi, je suis très régime crétois, enfin régime méditerranéen, très peu de viande, voilà, tout à l'huile d'olive, certains fromages, mais en toute petite quantité, tout ça, donc je fais gaffe. Mais elle va loin. Oui, moi, je suis assez étonnée, vu la quantité de sport qu'elle fait, son intensité, du peu de féculents qu'elle mange. Alors que généralement, voilà, on recommande quand même d'en manger pratiquement à chaque repas quand on est en plus sportif, mais même sans être sportif. Et aussi le fait qu'elle mange très peu de fruits. Ouais. Pour limiter le sucre, l'apport de sucre voilà, naturel. moi je trouve ça étonnant, mais bon, après, voilà, si elle, ça lui va. Après, encore une fois, chacun se connaît aussi, et chacun a le tube digestif qu'il a, son microbiote, et donc voilà, elle se connaît très bien. Donc, Elle part d'un postulat aussi, qui est très important et qu'on oublie toujours, c'est qu'on mange de manière générale beaucoup trop. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle mange assez peu, en fait. Et forcément, c'est une habitude. Hein. D'une part, c'est culturel, d'une part, c'est des habitudes. Moins tu te donnes à manger à ton organisme, plus il se régule et plus il trouve son truc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en excès total. Le premier problème, je trouve, il est là. Et elle met le doigt dessus et on le voit. Parce qu'elle fait 15 heures de sport par semaine et je pense que je mange 2 fois comme elle. Oui, je suis d'accord, on mange trop et aussi on est trop tenté. Et je pense, moi par exemple, ce que je vois dans mes coachés, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas du tout compte de la quantité de calories. Et ça d'ailleurs c'est prouvé scientifiquement, hein, quand les gens estiment la quantité de calories ingérées par jour, ils sont généralement à 30% en dessous de la réalité. De ce qu'ils consomment. Non, mais c'est sûr. Tu penses que tu manges 2000 calories par jour, en fait non, t'es à 2006. Donc... ce qui était intéressant, c'est que d'une part, elle explique qu'elle ne mangeait pas trop, qu'effectivement, elle limitait les sucres, ça c'est vrai, il faut limiter le sucre de manière générale, mais elle va plus loin, puisque t'en parlais, elle évite aussi le sucre naturel des fruits. Ouais, alors encore une fois, hein, j'ai un bémol, puisque vraiment, on a montré qu'il y a aucun lien entre la consommation de sucre industriel et la consommation de fruits. Ah non, c'est 2 choses différentes. Et que la consommation de fruits peut être beaucoup plus grande, avec, vraiment sans aucun effet négatif sur la santé.
Elle a parlé évidemment des produits transformés et on le répétera jamais assez et on le dit très souvent à ce micro, pas de produits transformés en fait. Et encore moins ultra transformés, je sais pas quels sont les termes, mais voilà. Je pense que vraiment la solution, c'est d'arrêter d'en acheter, en fait. Parce que si t'en as chez toi, tu te les bouffes. Et généralement, c'est en plus le truc que tu becques en premier. Dès que t'as hyper faim, syndrome prémenstruel, les enfants qui ont la super dalle, il faut arrêter d'en acheter. Parce qu'en plus, quand on arrête d'en acheter de façon massive, eh bien, les producteurs, les fabricants arrêtent d'en fabriquer. Parce Oui, que c'est toujours ça la ne se même. vend plus. Ouais, Donc, ouais. arrêtons d'en acheter, en fait. Vraiment. Produits bruts et cuisine. Et on peut faire très vite, très bien. Et évidemment, beaucoup de légumes. C'est ce qu'elle consomme, beaucoup de légumes. Vous avez ensuite parlé d'un tournant auquel les femmes sont confrontées, qui s'appelle la ménopause. Alors, ce sujet de ménopause qui est hyper important et je suis très contente qu'elle se soit vraiment bien ouverte là-dessus. Il y a un peu deux façons de voir finalement la ménopause. Il y a le côté zen, où voilà, c'est une transition. Et comme disait Michel Billet dans un de nos premiers épisodes de Long Live, toute transition est difficile. Que ce soit l'adolescence, le postpartum, la transition vers la ménopause, toutes les transitions sont difficiles. Donc, elle l'explique, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé parce qu'elle s'est fait aider aussi d'un traitement hormonal substitutif. Et c'est marrant parce que, donc, très dans l'actu, la semaine dernière, donc en même temps que l'interview de Nathalie Simon, il y avait aussi l'interview de Carla Bruni dans le podcast Allez Jose de Elsa Wolinski. Et donc là, Carla Bruni, qui a 3 ans d'écart avec Nathalie Simon, donc vraiment pratiquement le même âge, qui explique que pour elle, la ménopause, c'est catastrophique, c'est un moment très difficile, elle panique, elle s'affame, elle ne mange rien, elle mange qu'une fois par jour, et elle le conseille d'ailleurs aux femmes. Et en réalité, c'est un peu deux visions, deux façons en fait de voir cette transition. Et je pense que vraiment, il ne faut pas céder à la panique, c'est une transition, et il faut rester aux fondamentaux. C'est-à-dire le sport, l'alimentation équilibrée, un état d'esprit zen et se faire aider si à un moment donné on n'y arrive pas quand on reste dans ces fondamentaux-là. Mais c'était très amusant finalement de voir la semaine dernière, ces 2 interviews face à face avec 2 façons, 2 stratégies complètement opposées. Ouais. Et puis 2 ressentis aussi, il y a une manière de l'aborder. Là, tu parles de Carla Bruni, apparemment, elle est en panique. Mais moi, je peux comprendre qu'on soit en panique. Quand on voit que son corps bouge, qu'on a des symptômes, ces fameuses bouffées de chaleur, des choses comme ça, enfin, ça doit être hyper difficile. Oui, et puis en plus, tu vois, Carla Bruni qui a vu donc son corps qui est son outil de travail, puisqu'elle était top modèle dans les années 80-90, et que là, d'un seul coup, ça répond plus. Forcément, c'est très difficile, j'imagine, de perdre le contrôle, en fait. Elle a une arme peut-être pour passer les années comme ça, Nathalie Simon, sans bouger. Une arme qui s'appellerait Tanguy. Vous avez fini par parler du couple. Alors, Nathalie Simon, elle a presque 60 ans. Elle a rencontré son mari, donc, Tanguy. À 18 ans. Non, à 15 ans. À 15 ans, ouais, c'est 15 vrai, ans. c'est vrai. Fou. C'est fou, et en même temps... Et elle a donné des clés. Voilà. J'ai trouvé... Et d'ailleurs, on a été beaucoup repris par la presse People, Gala, Télé Loisirs, qui se sont un peu lâchés sur ces secrets dévoilés de longévité du couple, parce qu'on n'en parle jamais, finalement, la stabilité du couple et sa part non négociable. Je crois que c'était une belle preuve d'amour. Ouais. Alors, il y a eu plusieurs tips. Premier tips, et enfin, on imagine que c'est quelque chose qui les a aidés, son absence. Ils ont été souvent absents l'un envers l'autre parce qu'elle était en tournage. Voilà, donc il y a eu pendant de nombreuses années plein de moments où ils étaient géographiquement séparés parce qu'elle était en tournage, elle était en province, ils n'étaient pas ensemble. Et ça, elle pense que ça les a aidés. Donc le fait de ne pas être l'un sur l'autre. Énormément, moi aussi, malgré tout, parce que c'est vrai que le quotidien use aussi parfois le couple. Long silence. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'est ce quotidien, ce day-to-day comme ça, de chaque jour, un peu monotonie presque. Mais il y a un peu de plaisir dans la monotonie parce que finalement, c'est rassurant, c'est réconfortant. Mais il y a aussi une sorte de lassitude dans le couple qui peut s'opérer. Et c'est vrai que parfois, de se laisser et de revenir, ça peut énormément aider. Il y a un autre aspect qu'elle a évoqué, c'est qu'elle dit, et c'est un peu paradoxal parce qu'elle a été absente et parfois ils ont été ensemble, mais quand ils étaient ensemble, en tout cas, leur règle, c'est de tout partager. Loisirs, sport, voyage, ils sont hyper soudés quand ils sont ensemble. C'est ça, ils ont des passions communes, des envies communes aussi. Ils se sont bien trouvés, parce que c'est pas sûr que ça peut suivre. Mais je pense qu'aussi, finalement, dans un couple, parfois, quand
on se tire l'un vers l'autre, en fait, vers le haut, sans forcément se tirer la bourre, mais on peut aussi s'entraider à rester sportif, à rester dans le bien manger. Quand il y en a un qui flanche, l'autre reprend un peu le fil, etc. Un peu comme quand on participe à deux à une course. C'est la même chose finalement dans son couple. Il y en a un qui mange n'importe quoi, au bout d'un moment, l'autre dit non, mais allez, vas-y, on se reprend, hop, on reprend un peu le fil. Il y en a un qui arrête le sport, et puis l'autre finalement qui continue. Ça motive l'autre à reprendre. Donc, rester dans le respect, mais dans des projets communs, finalement, ça peut énormément fonctionner. Et un truc que j'ai trouvé hyper bien aussi, c'est qu'elle dit on fait des points régulièrement. Et ça, en gros, ça signifie se mettre l'un face à l'autre et se dire ok, où t'en es de tes envies, où on en est. Mais où on en est chacun, comment on se voit, de quoi on a envie, de quoi on n'a plus envie, est-ce qu'on doit se projeter dans d'autres choses. C'est pas mal l'idée de se faire des petits points. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a toujours dit ça. Il faut beaucoup se parler. Ouais. Sa phrase. Il faut oui, mais là, il y a une beaucoup méthode. Se parler, on peut se dire qu'au quotidien, il faut échanger et tout. Là, on sent qu'il y a une organisation de genre, bon, allez, on se fait des points, quoi. T'en es où, j'en suis où, qu'est-ce qu'on veut. Des entretiens biannuels. Pas con. Pourquoi pas ? Non, mais pas con. Et enfin, tu l'as questionné forcément sur le fait que l'absence crée parfois de la tentation et l'infidélité arrive parfois dans ces moments où les couples sont séparés et à distance. Alors elle est catégorique. Ça ne fait pas partie d'elle, tu sens que c'est pas du tout dans son esprit, malgré, elle le dit, les sollicitations. C'est là qu'elle nous dit cette jolie phrase que Tanguy, c'est sa part non négociable. Mais elle dit que la confiance, c'est la base et qu'ils se disent tout. Donc là, on est vraiment sur un couple fusionnel. On sent que Nathalie Simon, pour Tanguy en tout cas, n'a peut-être pas de jardin secret, ou enfin en tout cas, voilà, qui sont chez l'un, chez l'autre. Après, il nous faut vraiment un expert couple, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on parle de ça, de la longévité du couple. Chacun a ses secrets, mais tu vois, finalement, je trouve quand même un peu de lien avec Perla Servan-Schreiber, qui faisait tout pour être bien pour son conjoint, qui avait vraiment envie de rester... Ça t'a marqué, ça ? Oui, qui restait vraiment dans la séduction. Je pense que là, il y a un peu aussi, à sa façon... revenir, rester sportif pour son conjoint qui est très compétitif, comment continuer quand même à s'intéresser à ce que lui l'intéresse. Par exemple, lui, il est à fond dans les gimmicks, le côté statistique sur Strava, etc. Elle fait presque semblant de s'y intéresser, mais du coup, il reste quand même en lien là-dessus. Oui, mais il y a quand même un effort au quotidien, finalement, d'avoir envie de rester ensemble et de se donner le meilleur. Et puis la conclusion, elle est parfaite. Et je l'aime surtout. Et donc, moi, quand j'aime pas quelqu'un d'autre. J'aime celui qui est là. Bon. Ouais, voilà, l'amour, le plaisir. Après, je pense que quand même, l'amour se travaille. Donc, encore une fois, l'œuf ou la poule. Ouais. L'amour long terme se travaille. De deux côtés. Là, on se parle de sentiments quand même. Hein. Oui, faut qu'il y ait quand même des choses encore en réserve pour construire. Il nous faut un expert couple, merci beaucoup David pour ce débrief. J'espère que vous avez été galvanisé et reboosté par Moi je vais à la salle direct, j'y vais là. D'ailleurs tu y as été cette semaine 2 fois. Ouais. Voilà. Suite à cette interview. Donc canon, j'espère que vous aussi ça vous a donné envie de vous surpasser, de continuer à faire du sport, à être à fond dans votre couple et d'aller plus loin peut-être aussi dans votre bien manger. On vous retrouve la semaine prochaine sur Long Live et d'ici là, faites-nous vos retours sur Instagram et aussi mettez des étoiles, des pouces vers le haut et faites des commentaires, des avis positifs sur votre appli d'écoute de podcast préféré. On vous dit à la semaine prochaine, salut! Salut!